Ok, donc c'est parti pour voir le thème 6, la protection juridique de la Constitution. La section 1 étant l'apparition et la transformation d'états de droit. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état de droit, c'est apparu au 19e siècle et que c'est un courant donc appartenant au positivisme juridique. Le positivisme, c'est un courant philosophique donc apparu au 19e siècle dans le cadre de la doctrine du progrès. Le positivisme va chercher à caractériser la pensée scientifique en soi et en particulier cherche à définir la pensée scientifique par rapport à des modes de raisonnement non scientifiques. Donc en gros, la pensée scientifique cherche à connaître et à analyser la réalité conçue comme concrète, matérielle et observable. Donc cette pensée, en fait, elle s'oppose au mode de raisonnement qui cherche à connaître ce qui relève donc des croyances et donc ce qui n'est pas matériel ou observable. La pensée scientifique se concentre donc que sur ce qui est observable dans le monde matériel. En suivant cette pensée, en fait, elle définit le droit comme une science à part entière, en définissant le droit comme la connaissance et l'analyse des phénomènes juridiques conçus comme des faits sociaux, des réalités sociales. Donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que cette théorie, en fait, elle est dominante et que c'est celle qu'on enseigne en France et c'est cette vision du droit qu'on partage et que donc en fait le positivisme juridique en droit constitutionnel, il va se traduire par le constitutionnalisme. Donc dans le premier paragraphe, on va voir la théorie de l'autolimitation de l'État par Rudolf von Gering. En gros, lui, il va voir si le pouvoir de l'État peut être efficacement encadré par des règles juridiques. Il va donc en fait réfléchir sur la nature du pouvoir dans l'État et les moyens de le limiter. Enfin de limiter le pouvoir au sein de l'État. Donc pour lui, en fait, le droit, donc les règles juridiques peuvent être un moyen efficace pour lutter contre l'État autoritaire et l'État de police. Alors l'État autoritaire, c'est un État dans lequel le pouvoir est exercé selon le bon vouloir du ou des dirigeants. Donc le pouvoir va être exercé de façon arbitraire, car en fait il dépend de la volonté des gouvernants. Cette manière d'exercer le pouvoir, en fait, c'est une source de potentiel désordre, et selon donc Gering, il faut l'encadrer. Ensuite, on va avoir l'état de police. Alors l'état de police, cette fois-ci, il y a une présence du droit, mais les règles du droit, en fait, sont simplement des instruments du pouvoir de l'État. Le droit va donc servir à formaliser l'action de l'État, et donc dans cet état, le droit ne sert pas à contrôler l'État, mais à rendre le pouvoir de l'État plus efficace en l'organisant. Le droit en fait va donc être unilatéral, et en fait le droit va être une simple émanation de la souveraineté étatique. De cette manière, on peut dire que cet État va être la source d'abus, puisque le pouvoir de l'État n'est pas limité. En fait, de ces deux situations, on peut tirer la conclusion que elles sont génératrices d'abus de pouvoir et d'injustice, et que donc la solution réside dans la notion d'état de droit. Donc pour Rudolf, un état de droit, c'est un état dans lequel le droit ne sert pas seulement à organiser l'action de l'État, mais sert également à contrôler l'action de l'État. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment au nom de quoi on peut faire ça. Donc la solution de Gering, ça va être l'autolimitation de l'État. En gros, ici, l'État est souverain, mais il va accepter de respecter certaines règles contraignantes qui permettent de contester les décisions étatiques au nom d'un idéal de justice. Donc on va relier ça avec le paragraphe 2 sur la théorie pure du droit du juriste autrichien Hans Kelsen. En gros, lui, il décrit un ordonnancement de l'ensemble des normes positives qui existent dans un état donné à un moment donné. C'est d'ailleurs lui qui va faire donc la pyramide de Kelsen, qui permet en fait d'ordonnancer les normes juridiques. Parce qu'en fait, pour lui, le caractère juridique d'une norme découle des conditions de juridicité qui sont posées par une autre norme supérieure et antérieure. Donc en gros, pour lui, il faut que le règlement respecte les lois et que les lois respectent la Constitution. En fait, ici, on va dire qu'il s'applique un principe d'autorégulation du droit, c'est-à-dire que le droit pose lui-même la juridicité des normes inférieures. Et puis, donc là, il y a la section 2, les conséquences de l'état de droit, le contrôle de constitutionnalité des normes. Alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce contrôle, il découle de la notion d'état de droit et de la théorie de Kelsen. Et en fait, ce contrôle de constitutionnalité,
c'est une réponse logique à la pyramide de Kelsen, puisque en fait il s'agit juste de respecter le fait que le règlement correspond bien à la loi et que la loi correspond bien à la Constitution. Donc tout ça en fait vient s'inscrire dans un raisonnement purement logique. Ce contrôle donc de constitutionnalité va permettre de vérifier la conformité de la Constitution de normes infraconstitutionnelles. Mais la mise en place donc de mécanismes de contrôle, en fait, elle n'a pas toujours été facile. C'est pour ça qu'on va voir dans un paragraphe 1 les principaux obstacles à la mise en place d'un mécanisme de contrôle de constitutionnalité. Déjà, le premier obstacle, en fait, ça consiste à considérer que la souveraineté politique du peuple devrait l'emporter sur la suprématie juridique de la Constitution. On parlera alors de légicentrisme. Aussi, un autre obstacle, c'est de se méfier des institutions qui sont capables de faire ce contrôle, et on parlera alors de gouvernement des juges. Donc, pour voir ça, on va voir dans un grand A la toute-puissance de la loi, expression de la volonté générale. En fait, le fait que ce soit des régimes démocratiques fait que on va penser en fait que le souverain, c'est le peuple. Sauf que c'est pas vraiment possible, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des représentants du peuple. Et donc, la théorie veut que les décisions politiques les plus importantes soient réservées aux représentants du peuple. Ainsi, on va dire que les décisions les plus importantes sont prises par l'Assemblée ou le Parlement, et plus largement en fait par le pouvoir législatif sous forme de loi, puisque en fait la loi c'est l'expression de la volonté du peuple s'exprimant par l'intermédiaire de ses représentants. Sauf qu'en fait ça pose un problème, puisque dans le cadre de la théorie donc du constitutionnalisme, on va commencer alors à admettre que sur le plan juridique, la loi n'est que l'une des normes de l'ordre juridique interne de l'État, et qu'elle est donc juridiquement subordonnée à une norme supérieure qu'est la Constitution. Ainsi, on va constater donc une opposition entre une théorie politique et une théorie juridique. Sauf qu'en fait, dans ce conflit, c'est le constitutionnalisme qui l'emporte, et ainsi on va passer donc du légicentrisme à la théorie constitutionnaliste. Maintenant, on va voir dans un grand B le danger d'un gouvernement des juges. En fait, ici, on vient critiquer les modalités concrètes du contrôle. Et en gros, ça consiste à dire que même si on admet le bien fondé d'un contrôle de constitutionnalité des normes, un tel contrôle, c'est pas facile à mettre en œuvre, parce que tout en fait contrôle de la conformité d'une norme de la Constitution suppose d'interpréter la norme de référence, donc la Constitution. Et en fait, c'est cette possibilité donc d'interprétation divergente qui ouvre une capacité de choix important à l'interprète, donc au juge en général, et donc cela va donner au juge un pouvoir, et qui est en fait le pouvoir d'interpréter. On peut quand même nuancer ça un petit peu, puisque ce pouvoir est encadré par des règles qui obligent les juges à expliciter leur raisonnement pour promouvoir une interprétation plutôt qu'une autre. Donc en gros, ils doivent se justifier. Sauf qu'en gros, le problème, c'est qu'on peut, donc les juristes, enfin les juges interprètent les normes, on peut contester cette interprétation de la norme, sauf que cette interprétation de la norme, en fait, correspond à une interprétation de la Constitution, sauf qu'on ne peut pas contester la Constitution. Ainsi, indirectement, en fait, ça donne un pouvoir à l'interprète de la norme supérieure. Donc, de ce fait, on va voir dans le paragraphe 2 les principaux modèles de contrôle de constitutionnalité des normes. Pour voir ça, on va voir dans un grand A les types d'organes du contrôle de constitutionnalité. Pour ça, il existe deux cas. Le premier cas, c'est en fait, on crée des organes politiques de contrôle. Donc, on parle d'organes politiques de contrôle quand le recrutement des membres se fait sur une base politique en appliquant des critères politiques. On va pas regarder la compétence juridique d'une personne, juste on choisit les membres sur la base d'affiliation politique. Ça va être le cas par exemple donc du contrôle constitutionnel, sauf que en fait cette solution elle n'est pas forcément très satisfaisante, car l'indépendance de l'organe de contrôle est assez discutable, puisque ils peuvent être susceptibles à des pressions de politique de la part de ceux qui les ont choisis en fait. Le cas 2, c'est le cas où on crée des organes juridictionnels de contrôle.
Dans ce cas-là, le contrôle de constitutionnalité il va être confié à des organes juridictionnels quand l'organe de contrôle est chargé de dire le droit pour trancher des litiges et est souvent composé de magistrats au sens organique. Cette deuxième catégorie, en fait, elle recouvre plusieurs catégories. Déjà, on peut confier ce contrôle au juge ordinaire. Donc, tout juge ordinaire, quand il a face à lui un problème de constitutionnalité, peut trancher par lui-même. C'est d'ailleurs le cas aux États-Unis depuis 1803. Et donc dans l'autre cas, on peut avoir recours à un juge spécialisé. Donc dans ce cas-là, on va considérer que le juge ordinaire n'est pas forcément le plus compétent pour répondre à un problème donc, de constitutionnalité. Et donc il doit statuer à plus tard. Et ainsi, il s'agit en fait de permettre au juge ordinaire une spécialisation afin de trancher des questions. Donc on vient de voir qu'il y avait les organes juridictionnels avec le juge ordinaire ou le juge spécialisé, et que donc en fait, dans ces cas-là, ça offre en fait des garanties supplémentaires et qui sont préférables, puisque en fait on confie ce contrôle à un organe juridictionnel, et en fait il n'y a pas de garantie absolue, seulement essentielle, puisque en gros au sommet de l'État, tout est politique. Donc les décisions prises par les organes de contrôle de constitutionnalité, même juridictionnels, peuvent avoir des répercussions politiques par la nature même du contrôle exercé. Donc en fait, il faut une réelle impartialité de la part des juges, puisque en fait, ils vont toujours se heurter à des pressions politiques. Ensuite, on va voir dans un grand B les différentes organisations du contrôle de constitutionnalité. Donc déjà, dans un grand 1, on va parler des autorités de saisine. Alors ces autorités, en fait, elles ont la possibilité de saisir un organe de contrôle. Au sein des autorités de saisine, on va retrouver deux cas. Le premier cas, c'est le fait que la Constitution peut confier le déclenchement donc, du contrôle à des autorités politiques. Sauf que ces autorités, ça peut être le chef de l'État, des chefs du gouvernement, des membres de l'Assemblée parlementaire. Sauf qu'en fait ça se heurte à une limite, qui est la limite où en gros, si je me plains pour un truc, mais que je vais voir et que je me plains pour ce truc, je me plains auprès de la personne qui a fait passer ce truc, forcément j'ai moins de chances d'obtenir gain de cause. Donc en gros, ici il risque d'y avoir un conflit d'intérêts, puisqu'il se peut que les autorités qui peuvent saisir soient celles qui aient adopté la norme à contrôler. Ici, il y a une solution qui se propose, qui est en fait le fait d'augmenter le nombre d'autorités politiques de saisine pour qu'il devienne plus difficile d'avoir un consensus politique plus compliqué. Ainsi, il y a eu une révision constitutionnelle le 29 octobre 1974, où en gros, on a élargi le nombre d'autorités de saisine du Conseil de constitutionnalité, c'est-à-dire les gens qui peuvent aller voir le Conseil de constitutionnalité, puisque avant donc, c'était limité au chef de l'État et au chef du gouvernement, sauf que à partir de 1974, on a permis à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir en fait le Conseil constitutionnel. Le deuxième cas, c'est le cas d'ouvrir la saisine aux citoyens. Donc dans cette hypothèse, en fait, les citoyens pourront être autorisés à saisir l'organe de contrôle quand ils sont confrontés à un problème concret de constitutionnalité. Et on pourrait dire qu'en fait cette perspective elle est particulièrement intéressante dans la perspective de la protection des droits et des libertés fondamentaux garantis par la Constitution. Sauf que pour nuancer encore une fois, il y a une petite limite à ça, c'est qu'en fait le nombre de recours risque de submerger l'organe de contrôle, puisque en fait là on parle de 60, avant on parlait de 60 députés, 60 sénateurs, sauf que si on ouvre ça aux citoyens, et en fait on ouvre la possibilité de faire une saisine à 70 millions de personnes. C'est pour ça qu'on a mis en place des mécanismes de filtrage, avec notamment la QPC, où en gros seuls les justiciables peuvent en fait le saisir, donc le contrôle de constitutionnalité, mais donc toujours avec un filtrage très sévère. Il me semble de mémoire qu'il y avait le fait que la question soit pertinente, n'ait jamais été posée, n'ait jamais été abordée par je sais pas qui, bref, il y avait plein de filtres. Et aussi, il y avait donc des niveaux de filtrage plus organiques, où en gros, donc déjà, moi, il faut que ma QPC elle respecte là les conditions que je viens d'énoncer. Faut donc que je la donne à un juge, donc que je sois justiciable, que ce juge dise « Ok, c'est bon, moi je te valide tes filtres »,
que lui ensuite l'envoie à une juridiction suprême de l'ordre juridictionnel concerné, donc c'est-à-dire soit la Cour de cassation ou le Conseil d'État, pour que enfin une des deux, si encore il y a tout le filtrage qui est passé, l'envoie au Conseil constitutionnel. Sauf que évidemment ça prend énormément de temps dans un procès, donc ça peut aussi être une limite. Et ensuite on va voir donc en deux la typologie du moment du contrôle. Pour ça, on va avoir aussi deux cas. Le premier cas, c'est le cas où le contrôle est déclenché après l'adoption définitive de la norme et avant son entrée en vigueur. Donc pour ce contrôle-là, on va l'appeler en fait le contrôle a priori. Et en fait, ce contrôle va être considéré comme abstrait puisque la norme n'étant pas en vigueur, en fait, on se base juste sur une manière d'apprécier la norme de façon abstraite. En fait, la logique d'un tel contrôle, ça consiste à essayer d'éviter qu'une norme inconstitutionnelle puisse entrer en vigueur. Et c'est pourquoi certains auteurs vont d'ailleurs dire que l'organe de contrôle agit comme un co-législateur, puisqu'en fait il vient ici corriger le texte voté par les parlementaires. Ensuite, le deuxième cas, c'est le cas où le contrôle est déclenché après l'entrée en vigueur, donc à l'occasion de l'application concrète de la norme, et si cette application soulève un problème de constitutionnalité. On parlera alors de contrôle a posteriori, ou encore de contrôle concret, car il intervient au moment de l'application concrète de la norme. Et que en fait, ce sont les conséquences concrètes qui mettent en évidence son inconstitutionnalité. Et donc souvent, ça va être des citoyens ou des justiciables qui vont être à l'origine du contrôle en se plaignant en fait des conséquences concrètes de la norme sur sa situation. Donc ensuite, on a vu le grand 1, on a vu le grand 2, maintenant on va voir le grand 3 qui est sur le contenu du contrôle. Déjà, il va y avoir le contrôle complet. Alors le contrôle complet, c'est le contrôle le plus simple, et on va le qualifier de complet, en fait, car l'organe de contrôle examine le texte normatif qui lui est soumis et détermine, en le confrontant avec la constitution de cette norme, et afin de voir si elle est conforme ou non. Donc, si elle est conforme, elle sera promulguée, et si elle n'est pas conforme, elle sera écartée de l'ordre normatif. Et en fait, on va considérer ce contrôle comme respectueux du travail du Parlement, puisque en fait, les dispositions législatives jugées inconstitutionnelles pourront être ultérieurement retravaillées par le Parlement, qui pourra faire ensuite de nouveau une loi en prenant en compte les critères du Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a d'autres techniques plus constructives du contrôle, où en fait on va supposer que l'organe de contrôle participe à l'élaboration de la norme qui sera appliquée concrètement par des méthodes interprétatives. Donc on va appeler ça des réserves d'interprétation. En gros, dans ce cas-là, l'organe de contrôle il va considérer que le législateur n'a pas voulu violer la loi, et de ce fait, il va chercher à sauver la loi. Donc ainsi, en fait, à permettre à sa promulgation. Mais cette promulgation, en fait, n'est possible qu'à condition d'interpréter la loi de manière constitutionnelle. Ensuite, on va voir qu'il y a des méthodes moins inclusives, notamment les réserves neutralisantes, où en gros, l'organe de contrôle identifie un élément de la loi, donc un mot ou une expression d'un article, qu'il estime inconstitutionnel, et au lieu de déclarer la norme inconstitutionnelle, il va dire que la loi est constitutionnelle à condition de neutraliser cet élément. Donc en gros, à faire comme s'il n'existait pas. Et donc il faudra ignorer cette disposition, et cette disposition pourra ainsi être dépourvue de tout effet juridique. Donc ensuite, il va y avoir les réserves constructives. Donc en fait, l'organe de contrôle ne se contente pas de neutraliser, mais se propose de réécrire le passage. Sauf que ça a une petite limite, c'est qu'en fait c'est assez intrusif, puisque le Parlement a fait voter un terme juridique spécifique pour une loi ou un article spécifique, sauf que le contrôle de constitutionnalité en fait vient changer ça. Donc là on vient de voir donc les réserves neutralisantes et les réserves constructives. Alors ces deux premières techniques en fait elles se retrouvent un peu partout, sauf là la troisième qu'on va voir qui est un peu plus rare. Donc la troisième c'est les réserves d'interprétation directive. Alors ces réserves vont encore plus loin, puisqu'en gros ça permet à l'organe de contrôle de constitutionnalité des normes de diriger l'application qui sera faite des dispositions normatives contrôlées. Donc en gros, l'organe de contrôle indique précisément comment appliquer les dispositions législatives dont la constitutionnalité lui semble douteuse. Alors ça par contre c'est rarement utilisé, mais en France ça a déjà été utilisé. Et en gros le problème de cette technique c'est que c'est extrêmement inclusif,
et qu'en fait ça vient diriger ce que fait le juge en appliquant la loi. Et pour terminer, en bonus, il y a une petite spécificité française qui est en fait la technique des erreurs manifestes d'interprétation ou d'appréciation. En gros, dans ces erreurs, le Conseil constitutionnel considère que le législateur n'a pas correctement apprécié le domaine dans lequel il propose de légiférer, et qu'il a donc fait une erreur manifeste en décidant de légiférer comme il l'a fait, et alors il se livre à un contrôle d'opportunité du travail du législateur, et vient alors substituer sa propre appréciation.